Le temps, Les feux rouges d'un carrefour, la rotation de la Lune autour de la Terre, la rotation de la Terre autour du Soleil, et ainsi de suite sont des phénomènes périodiques. C'est-à-dire des phénomènes se répétant successivement avec régularité. Plusieurs milliers d'années avant notre ère, l'homme avait compris le rythme des années, des saisons, des mois lunaires, et de l'alternance nuit-jour. Il associait cette régularité périodique aux dieux. Aujourd'hui nous savons que la réalité est tout autre. En effet, le jour solaire correspond à une rotation complète de la Terre sur elle-même. Le mois lunaire correspond à une rotation de la Lune autour de la Terre. Sa période est de 29,5 de jours. Et l'année solaire correspond à une rotation de la Terre autour du Soleil. Elle est repérable grâce à ces 4 saisons. L'homme ne s'est pas contenté de ces repères temporels. Il a mis au service du temps son ingéniosité et son savoir-faire. la mesure du temps. Il y a plus de 7000 ans l'ancêtre du cadran solaire, le gnomon, apparaît aux 4 coins du monde. Le gnomon est une simple tige plantée dans le sol verticalement. Le soleil projetait l'ombre, sur une surface plane et horizontale. On peut identifier le moment de la journée, en regardant la position et la longueur de l'ombre. Cet instrument se révèle peu précis du fait, que la longueur et la position de l'ombre, changent d'un jour à un autre. Le gnomon fut aussi utilisé, pour faire des mesures astronomiques. Eratosthène utilisa le même principe que le gnomon, en le remplaçant par l'obélisque d'Alexandrie, pour calculer le rayon de la Terre, en 200 avant Jésus-Christ. On l'utilisait notamment le 20 juillet 1969, sur la Lune pour pouvoir orienter des instruments de mesure, par exemple des instruments de mesure de vent solaire. Le cadran solaire fonctionne sur le même principe que le gnomon. Il est muni de graduations. Certaines civilisations le perfectionnent en adaptant des graduations pour chaque saison. Au Moyen-Âge, on trouve cet instrument sur les chantiers. Le début et la fin de travail, ainsi que les pauses sont déterminés par les graduations. 3000 ans avant Jésus-Christ, les clepsydres apparaissent dans les civilisations égyptiennes, grecques et amérindiennes. La clepsydre est composée de 2 vases. Un épercé laisse en passer un mince filet d'eau, qui remplit au fur et à mesure l'autre vase. Les graduations permettant de mesurer des intervalles de temps sont placées dans l'un des vases. Cet instrument est plus précis que le cadran solaire pour mesurer de courts intervalles de temps. La clepsydre prit une grande importance dans la vie des cités grecques. En effet, les Grecs l'utilisèrent dans différents domaines tels que la politique, la justice. Par exemple, dans le domaine de la justice, le temps de parole était limité à un intervalle de temps prédéfini. L'accusation disposait de 33 litres, soit 40 minutes, tandis que la défense dispose de 10 litres, soit 12 minutes. C'est sûrement par sa grande importance que les Grecs ont perfectionné cet instrument en horloge à eau. Son fonctionnement est simple. Un récipient laisse couler de l'eau dans un vase supérieur, par l'intermédiaire d'un tuyau. Ce vase laisse couler lentement vers le bas un débit d'eau, qui remplit peu à peu un vase inférieur faisant monter le flotteur, qui pousse la tige crantée vers le haut, laquelle fait tourner l'aiguille, par l'intermédiaire d'une roue dentée. La bougie fut à la fois un moyen d'éclairement, et de repère dans les heures, à l'aide de graduations. Elle fut donc le bonheur des insomniaques. La lampe à huile par la suite eut le même rôle. Ces graduations étaient peintes, ou gravées sur son réservoir à huile. De nos jours ces instruments sont toujours utilisés dans certaines ventes aux enchères. Cela a donné le nom de « vente à la bougie ». Le sablier est introduit au Moyen-Âge en Europe. Il a l'avantage d'être plus précis que la clepsydre, du fait d'un meilleur écoulement régulier du sable, et de ne pas geler. Il fut utilisé par Christophe Colomb lors de son voyage vers les Amériques. De nos jours on l'utilise pour préparer les œufs à la coque. En Chine, l'horloge à encens est l'un des instruments utilisés. Elle consiste à faire condenser lentement un bâton d'encens qui brûle un fil relié à une boule. En tombant, elle marque ainsi une certaine durée. Les horloges mécaniques apparaissent dès la fin du Moyen-Âge. En 1370, l'horloge à folio apparaît. Elle fut la première véritable horloge mécanique. Elle fut d'abord utilisée exclusivement par les moines. Reliée à une cloche, elle sonne 7 fois dans la journée, pour marquer les périodes de prière. Les aiguilles sont animées par la chute d'un poids. Cependant le poids tombant, de plus en plus vite rend ce système peu précis. Son imprécision est de plus de 1 heure pour une journée. Les premières recherches ont été effectuées par Galilée au XIVe siècle.
elles n'ont pas abouti à la résolution de ce problème. Ce n'est qu'en 1657 que le problème est résolu, par l'invention révolutionnaire du balancier, par l'astronome mathématicien et physicien E. Christian Huygens, originaire d'Hollande, qui permit d'abaisser les erreurs de précision de 6 à 1. À chaque battement, le balancier libère un cran de la roue dentée, entraînant la chute du poids. En même temps, une fourche donne une impulsion au balancier, qui lui permet de conserver son mouvement périodique. Cette roue dentée anime les aiguilles de l'horloge. Ensuite, c'est en 1660 que William Clement invente l'horloge à encre. Le principe de l'échappement à encre permet d'obtenir un angle d'oscillation plus faible du balancier, donc une plus grande précision. Ce sort permet la miniaturisation des hautes horloges et l'utilisation d'un plan différent du plan vertical. Elle remplace le poids par un ressort comprimé que l'on doit remonter régulièrement. Ce système permet l'apparition des montres. L'invention du chronomètre, pour un charpentier horloger anglais, John Harrison, qui en 1734 construit un énorme chronomètre de marine de 32,5 kg, apporte une évolution dans la marine. Il reçoit pour sa fabuleuse invention une grande somme d'argent. En effet, les royaumes d'Angleterre et d'Espagne avaient promis de grandes bourses pour les savants qui trouveraient un moyen pour mesurer le temps en mer. En 1764, son prototype numéro 5 atteint la précision de 5 secondes pour un voyage de 2 mois, soit une distance de 1850 mètres. À terre, le Français Pierre Leroy est considéré comme le père du chronomètre moderne, d'une conception différente. En 1930, la montre à quartz apparaît. Cet instrument de mesure du temps est encore plus précis et a l'avantage d'être plus petit. L'horloge à quartz est un dispositif qui met en jeu un oscillateur électrique, le quartz. Alimenté par une pile, remplaçant le ressort, le quartz vibre à une fréquence très précise. Ces vibrations sont transformées en une impulsion électrique, qui anime un système mécanique, permettant de faire tourner des aiguilles, ou un système électrique permettant d'afficher l'heure. En 1941, un instrument atteint l'incroyable précision d'une seconde, sur 15 millions d'années. Depuis cette année, le temps est universel. L'horloge atomique est considérée comme une horloge de référence. Elle est conservée à l'Observatoire de Paris. En conclusion, grâce à ces instruments de mesure de plus en plus précis, nous avons pu fonder un système de mesure du temps international, dont l'unité est la seconde, définie par une raie d'émission de l'atome de césium-133. Nous avons pu améliorer notamment notre communication, CPS, par exemple, notre industrie et bien d'autres domaines. En France, la loi du 14 mars 1891 fixe l'heure légale, qui est celle du temps moyen à Paris. Au niveau international, c'est la loi du 9 mars 1911 qui instaure le temps universel.